Je pense que vous êtes tous venus pour la communication du professeur Pierre Briand, qui a été, qui a un nom en quelque sorte prédestiné, et qui a été longtemps professeur ici au Collège de France, et qui va nous parler donc justement des origines de cette notion de despotisme oriental ou asiatique, en parlant d'un sujet qu'il connaît bien, à savoir donc l'Empire perse achéménide. Mesdames, Messieurs, je remercie d'abord Anne Ching et Henri Laurence de m'avoir convié à partager cette journée de réflexion sur le despotisme. Mon propos introduisant une formation impériale dont l'existence et l'histoire ne sont pas nécessairement connues de tous et de toutes, je précise que l'Empire perse achéménide, dont vous pouvez voir une carte à l'écran, fut le plus grand empire d'Antiquité, entre moins 550 et moins 330 environ, s'étendant de l'Indus à la Méditerranée orientale et du Sir Daria à la première cataracte du Nil. Ce qui est important de noter, ce fut la seule période tout au long de l'histoire où ces immenses espaces et ces populations d'une extraordinaire diversité culturelle furent réunis dans une formation impériale unitaire. Le cours accéléré est terminé. Ce cours accéléré devrait permettre à chacune et à chacun de me suivre, car il s'agira moins d'histoire de l'Antiquité que d'historiographie moderne et contemporaine. J'en viens donc maintenant directement à mon propos. En se référant à Chardin et à Pietro della Valle, deux très renommés auteurs d'un voyage en Perse, et en les rapprochant de Xénophon et de Hérodote, John Manuel Cook, auteur en 1983 d'une histoire de l'Empire perse achéménide, concluait son propos par cette déclaration tonitruante. Je cite : « Les despotismes vont et viennent, mais il y a une stabilité aussi ancienne que les Achéménides qui sous-tend la continuité de l'histoire perse. » Sans le savoir, ou au contraire en étant intimement convaincu de la légitimité scientifique de son approche, Cook rejoignait tant d'auteurs célèbres. Prenons simplement le cas de l'illustre orientaliste James Darmesteter, dans son coup d'œil sur l'histoire de la Perse, titre donné en 1985 à la publication de sa leçon inaugurale de la chaire Langue et littérature de la Perse du Collège de France. Donc, dans son coup d'œil sur l'histoire de la Perse, en 1985, il pouvait, en accord avec son temps, dégager le sens de l'histoire perse du pays achéménide à l'aide d'une formule sans appel. Je cite : « Le despotisme est de tradition en Perse. » À la suite de Voltaire et de tant d'autres, Darmesteter pouvait donc pareillement évaluer l'art achéménide avec les mots suivants, je cite : « Les ruines de Persépolis sont l'expression du caprice d'un dilettante tout-puissant et qui a le goût du grandiose. » Manière à peine détournée de condamner le despotisme et ses réalisations en les opposant au Versailles de Louis XIV. Je pourrais aisément multiplier ce genre de citations, mais l'objectif ici n'est pas d'en dresser un inventaire exhaustif qui relèverait d'une érudition sans issue. Même si je serais amené à citer d'autres auteurs, il s'agit d'abord de comprendre ce que les observateurs, voyageurs, antiquaires, philosophes et historiens ont entendu ou sous-entendu sous le terme si malléable de despotisme, et ce que son emploi signifiait dès lors qu'on parlait de l'Empire perse achéménide. Considérer le court laps de temps qui nous est imparti, sans aucun doute dans un double souci fort louable de concision verbale et de densité conceptuelle, j'ai choisi d'organiser ma réflexion à partir d'un auteur qui, au sein de l'Europe de son temps, a tenu une place imminente par ses engagements scientifiques et par la force de sa réflexion, y compris dans le domaine de l'histoire de l'Empire perse entre Cyrus et Alexandre, dont il fut un des pionniers. Je veux parler d'Arnold Ehren, un éminent historien de l'école de Göttingen, côte à côte avec son beau-père, non moins illustre, Christian Gottlob Heine. Cette école de Göttingen a été finement analysée par Luigi Marino en 1975 dans l'édition italienne, tandis que l'historien et ses travaux ont suscité la monographie très bien informée de Christoph Beckerschaum en 1993. Il est également présent dans le livre de 2012 sur Alexandre des Lumières, en raison des analyses que Ehren produisit à de nombreuses reprises sur les conséquences heureuses, selon lui, des conquêtes d'Alexandre. Derrière Alexandre, Darius et son empire ne sont jamais loin. En conséquence, le titre que j'avais donné à ma communication pourrait se transformer avantageusement, et de manière plus précise, en Arnold Ehren, l'Empire perse achéménide et le despotisme asiatique.
Par là même, comme l'indique le sous-titre de l'ouvrage de Beckerschaum, une contribution à l'histoire de la science historique entre lumière et historicisme, mon propos sera centré autour d'une période bien déterminée, entre environ les années 1790 et les années 1930, soit sous forme d'une phase de transition, les ultimes manifestations et incarnations de ce qu'il est convenu d'appeler le très long XVIIIe siècle, sans m'interdire pour autant d'opérer par flashback ici et là, pour mieux marquer continuités et ruptures. Au demeurant, dans son grand œuvre, dont je vais reparler bientôt, Heeren se cite lui-même dans ses perspectives, saluant dans la préface l'apport de ce siècle, le XVIIIe siècle, qui a tant innové, écrivait-il, et qui a permis aux sciences d'Antiquité de se détacher de la simple étude des langues et recherches stériles pour aller à l'étude des choses, car ce n'était que par là que la science pouvait s'accréditer. Une constante de ces travaux est l'importance accordée dans la périodisation à la formation impériale perse et dans les thématiques à l'insistance mise sur le développement des communications et plus généralement sur le commerce et sur les arts de la paix. Je cite son introduction. On nous raconte les guerres, l'expédition des peuples, mais rarement ne développe-t-on les idées qui les faisaient agir, le but qu'ils voulaient atteindre, et plus rarement encore les moyens qui les mettaient en état d'exécuter leurs plans. Puissent les peuples guerriers qui occupaient la scène de l'histoire universelle s'éloigner pour faire place à ceux qui, plus modestes, se tiennent dans le lointain. Puisse la marche des caravanes paisibles nous cacher le spectacle des armées dévastatrices et les murs naissants des nouvelles colonies nous dérober le triste coup d'œil des villes saccagées. C'est une approche qu'il a adoptée dans tous ses ouvrages. Outre les livres, des livres consacrés aux croisades et au système colonial européen, ou comme dans tous ses travaux, l'accent est mis sur l'extension du commerce et des échanges, Heeren a publié un grand nombre de livres et de communications savantes sur l'histoire de l'Antiquité. On y distinguera le Manuel d'histoire ancienne, dont la première édition allemande date de 1799, et son grand œuvre, Les Idéennes, traduit dans toutes les langues d'Europe en français en 1930, sous le titre que vous pouvez distinguer sur l'écran, De la politique et du commerce des peuples de l'Antiquité, ici faite sur la dernière édition allemande de 1925. La première date de 1793, elle a été traduite en français en 1800 sur le titre qui reflétait plus précisément le titre original, soit « Idées sur la relation politique et commerciale des anciens peuples de l'Afrique ». La part réservée à l'Empire perse dans chacun de ses ouvrages est remarquable et pourrait-on dire unique à cette date. Dans son manuel, l'histoire de l'Empire perse occupe la place centrale. Il en est de même dans son livre sur les peuples commerçants d'Antiquité, puisque le tome premier est entièrement consacré à une analyse en profondeur de l'Empire perse, à une présentation géographique dans la première partie, la seconde étant dédiée à la constitution politique. Sa réflexion sur les empires d'Asie, la Syrie, la Médie, les Babyloniens, les Lydiens, Phrygiens, mais surtout les Perses, était articulée très étroitement sur une conviction bien ancrée sur la nature du despotisme asiatique et sur une question angoissante, ce qu'il appelle, je le cite, le plus triste de tous les phénomènes du genre humain, c'est-à-dire l'éternel esclavage des pays les plus beaux, les plus riches, les plus fertiles de la terre, où l'esprit humain aurait dû, à ce qu'il semble, parvenir à sa plus haute destinée, au lieu d'être soumis aux chaînes du despotisme. Prenons les notions préliminaires qui ouvrent son manuel sous-intitulé « Sur l'histoire et la constitution des grands empires d'Asie ». Outre l'opposition radicale avec les États européens, Heeren insiste sur l'observation selon laquelle, je cite, « Les gouvernements changeaient souvent, mais leur forme restait la même. Pourquoi ? Parce que leur origine était identique, soit une conquête menée par des peuples nomades qui, maîtres de contrées fertiles et cultivées, s'abandonnèrent au luxe. » Je le cite, « La renaissance continuelle du despotisme s'explique tant par le droit de conquête que par la grande étendue de l'Empire, qui rendait nécessaire un gouvernement de satrapes. En outre, la polygamie rendit impossible l'établissement d'une bonne administration publique parce que, en substituant le despote domestique au père de famille, elle fonde le despotisme sur les habitudes mêmes de la vie privée. » En se référant au siècle qui venait de s'écouler, le XVIIIe donc, qui avait tant innové, l'auteur affirme ne pas vouloir se payer de mots. C'est pourquoi il écrit dans ce manuel, je cite à nouveau, « Il est nécessaire, pour ne pas être dupe des mots, de bien déterminer les idées de despotisme du gouvernement despotique qu'il convient de distinguer de l'autocratie et du gouvernement républicain. » Je le cite. Dans le gouvernement despotique, les membres de l'État ne sont assurés ni de la jouissance de leurs droits,
comme hommes, la liberté personnelle et la sûreté de propriété, ni de leurs droits de citoyens, la part active au pouvoir législatif. Un pareil gouvernement peut exister par la contrainte et jamais être fondé sur des lois. Si, dans le tome premier de Politique et commerce, la place centrale est occupée par l'empire des grands rois, c'est que, je le cite, le chapitre de l'ancienne Perse, de cet empire despotique, comme l'Asie en a eu tout temps, pourra servir d'introduction à la plus grande partie de l'histoire de ce continent. Comment cette forme despotique, toute particulière aux grands empires asiatiques se développer, maintenue et constamment renouvelée malgré tant de révolutions, s'interroge-t-il. Pour y répondre, en partant de l'exemple de la Perse, il se refuse à emprunter la voie traditionnelle de l'histoire narrative. Il étudie en premier temps l'aperçu géographique et statistique de la Perse par satrapie, avant d'en venir à la constitution politique de la monarchie perse, analysée en se référant aux leçons tirées explicitement de la lecture de Locke et de Montesquieu. En opposant à nouveau radicalement Europe et Asie, Hérène souligne que c'est une maxime reçue dans l'Orient que le monarque est non seulement autocrate, mais encore, sinon de droit, du moins de fait, propriétaire du pays et des habitants. Est-ce à dire que l'Orient n'a jamais connu de loi? Non, pas exactement, précise-t-il ainsi. Les idées de législation ne furent pas entièrement étrangères à l'Orient, mais il y en a qui et se modifièrent autrement que chez les peuples civilisés d'Europe, à savoir, précise-t-il, sous la féerie du despotisme par la religion. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Quant à la chute d'un empire despotique, elle s'explique aisément par la dépravation des mœurs et les révoltes des satrapes. La monarchie perse tomba comme tous les grands États despotiques qui commencent par saper eux-mêmes leurs fondements et qui finissent par s'écrouler au premier choc venu de dehors. À preuve, déjà, les défaites en Grèce lors des guerres médiques, je cite, les Thermopyles offrirent pour la première fois aux Asiatiques étonnés l'exemple d'un héroïsme inconnu parmi eux. L'attitude des soldats du grand roi face aux Grecs amène Hérène à une comparaison analogique entre Perses et Turcs qui eut un immense succès en Europe, en ce qu'elle renforçait encore l'idée du caractère odieux du despotisme qu'il convenait de combattre et de renverser. Parlant des institutions militaires perses et des grands changements qu'elles connurent, il écrit « L'exemple de la Turquie sert à montrer combien il est difficile de forcer l'Asiatique, à moitié nomade, de s'assujettir à la discipline. Celle-ci naît du sentiment de l'honneur et de l'amour de la patrie, tandis que le despotisme n'enfante que la licence et la brutalité qui se manifestent par des attaques impétueuses, mais non par la froide bravoure de l'Européen. » Hérène n'était pas le premier à solliciter l'analogie. Dans une logique discursive quelque peu différente, Machiavel, dans Le Prince, avait consacré un développement au sujet suivant. Pourquoi le royaume de Darius, occupé par Alexandre, ne se rebelle-t-il point contre ses successeurs après sa mort? Il répond à la question en opposant lui aussi deux types d'États, gouvernés soit par un prince et tous ses esclaves, soit par un prince et des barons. La monarchie du Grand Turc répond à la première définition, le royaume de France à la seconde, d'où la suite. Maintenant, si nous voulons bien regarder de quelle nature était le royaume du roi Darius, nous ferons semblable à celui du Grand Turc. La comparaison entretient en outre l'espoir d'une victoire espérée contre l'Empire ottoman, tant de l'armée de Darius à l'armée du sultan, les analogies sont grandes. Témoin ce qu'écrivait le chevalier de Follard en 1721. Contre qui Alexandre a-t-il combattu? N'eut-il pas acquis une gloire plus incontestable en Occident qu'en Orient? Voilà les Turcs qui font aujourd'hui la conquête de la Perse. Quelle facilité ne rencontrent-ils pas? Qu'ils viennent donc en Occident. Ils trouveront à qui parler avec leurs forces innombrables, car que peut le nombre contre un plus grand art, des armes plus avantageuses qui suppléeront au défaut du nombre. Le précédent perse est également très présent dans tout un courant de la littérature européenne de croisade depuis la prise de Constantinople. Parmi cette production foisonnante, prenons simplement l'exemple de la traduction dans la base d'Alexandre d'Arien sous la plume de Pierrot d'Abancourt en 1746. Même illusoire à cette date, l'espoir est exprimé très clairement que l'Europe agitée mette ses armes entre les mains du nouvel Alexandre, duc d'Enghien, pour la venger une seconde fois du tyran d'Asie qui menace sa liberté. Ce sont les vœux de toute la chrétienté. L'assimilation entre Darius et le sultan ottoman, l'un et l'autre marqueur visible du despotisme asiatique d'hier à aujourd'hui, est transparent. Perse ou ottoman, il s'agit de vaincre le despote. Ce lien fut établi également très clairement par l'historien allemand Gatterer, qui précéda Hérène dans son poste d'histoire à Göttingen
Gatterer qui écrit dans son Histoire du monde 1787. Et de cette façon, grâce à Alexandre, qui s'empare en toute propriété des territoires qui appartenaient autrefois à la monarchie perse, la domination mondiale, Weltherrschaft, passa pour la première fois entre les mains des Européens. Sensiblement à la même date, Johannes Herder écrivait de la disparition de l'Empire perse antique « Le destin s'est vengé de ses sultans. Ils ont été chassés de toute la surface de la terre, comme par des vents empoisonnés, et si leur mémoire survit en quelques lieux, ainsi qu'en Grèce, c'est sans honneur et sans regret, seulement pour servir de fondement à une grandeur plus réelle et mieux reconnue. » Aux yeux de Hérène, qui conçoit ses livres au milieu des débats sur ce qu'il est conduit d'appeler la question d'Orient, même à ses débuts, et dans le contexte de ses réflexions sur le despotisme, le lien entre le passé et le présent est constamment à l'œuvre. Il s'en explique ainsi. Les événements de notre temps ont répandu sur l'histoire ancienne une lumière qu'elle n'avait ni ne pouvait avoir auparavant. L'étude de cette science est, sinon l'unique, du moins le plus sûr moyen d'envisager avec plus de netteté et moins de prévention les grands drames dont nous sommes contemporains. Hérène ne se contente donc pas de faire le rapprochement entre les soldats perses et les soldats turcs. Il tire de l'histoire d'Alexandre et de Darius un espoir pour un avenir qu'il imagine ou qu'il espère proche. À l'issue d'une analyse de l'Empire perse, défini comme un empire despotique en complète décadence, il ne manque pas de réfléchir sur la situation présente, vers 1820-1825. À la lumière de la conquête macédonienne, je le cite, « Il existe aujourd'hui un empire qui se trouve dans une situation semblable. Peut-être ne faudrait-il pas même 3 batailles pour nous faire voir sur les bords de l'Hellespont un spectacle pareil à celui qu'Alexandre montra à son siècle sur les graniques à Issos et Arben. » Une remarque d'autant plus notable que quelques pages plus haut, il n'avait pas manqué de souligner, à la suite de Gatterer, que la période de domination macédonienne était la première et la seule fois où les Européens avaient régné dans le cœur de l'Asie méridionale. Dans ses leçons d'histoire délivrées à Bonn, un autre historien allemand, à la même époque, oui, Barthold Georg Niebuhr, violemment hostile à l'Asie et aux Asiatiques, c'est pourquoi il dénonça la politique iranienne d'Alexandre, Niebuhr décrit lui aussi l'Empire perse comme un État despotique et situe la conquête d'Alexandre dans une partie de long terme dont l'issue est proche. Alexandre nous apparaît comme un homme d'une importance extraordinaire dans cette mesure qui donna une nouvelle apparence au monde entier. Il commença ce qui sera mené à bien en dépit de tous les obstacles, à savoir la domination de l'Europe sur l'Asie. Il fut le premier qui mena les Européens à la victoire en Orient. L'Asie avait joué son rôle dans l'histoire et était destinée à devenir l'esclave de l'Europe. On notera en passant que l'assimilation entre les 2 empires despotiques, l'Empire perse de l'Antiquité et l'Empire ottoman, sera constamment présente dans l'historiographie. À preuve, par exemple, la manière dont Perrault et Chipier, auteur en 1890 d'une fameuse histoire de l'art de l'Antiquité, expliquaient la spécificité de l'art des résidences achéménides. Pendant que partout, des rives de l'Indus aux plages de Méditerranée, toutes les nations soumises peinaient et produisaient pour eux, les Perses, comme le firent plus tard les Turcs dans des conditions à peu près pareilles, n'avaient guère qu'une occupation, défendre par les armes, administrer et exploiter ce vaste empire. Apprendre un de ces métiers qu'on exerce assis dans le bazar c'eût été dérogé. Car ce ne sont pas des Turcs, ce sont des Grecs et des Arméniens qui ont construit pour les premiers sultans osmanleux les belles mosquées de Brousse et de Stamboul. Les compagnons d'armes de Cyrus, de Cambyse et de Darius n'étaient pas plus préparés à de pareilles tâches que ne le furent au XVe ou au XVIe siècle ceux de Bajazet, de Mahomet II et de Soliman Magnifique. J'en reviens plus précisément à Hérène. Au-delà d'accords ponctuels avec ses collègues historiens philosophes allemands de son temps, Hérène offre une vision qui n'est pas marquée uniquement par les traits négatifs et une condamnation sans nuance. De son point de vue, 3 développements originaux doivent être soulignés, relatifs l'un au nomadisme, le second à la religion, le 3e au commerce. D'origine nomade, comme tous les empires despotiques, l'Empire perse se distingue en ce sens que le roi et la cour ne sont pas laissés corrompre immédiatement par le luxe, et les Perses ont donc conservé, pour un temps au moins, des vertus inhérentes à l'état nomade. Hérène en voit la preuve dans la coutume perse qui voit la cour se déplacer tout au long de l'année, si bien que, écrit-il, les traces de ces vies nomades ne s'effacèrent jamais complètement. Du côté de la région, Hérène développe à propos des Perses une idée présentée dans l'introduction sous ces mots. Pour ces empires, la religion a beaucoup d'influence en faisant naître les législations, en opposant ainsi au despotisme une digue qui pouvait du moins la restreindre, sinon l'anéantir. En outre, en prescrivant des cérémonies,
la religion soumettait les princes à l'observation de certaines règles qui étaient autant de bornes pour poser leur pouvoir. Raison pour laquelle le titre du chapitre 2 de la section 2 annonce le développement suivant: droit et pouvoir du roi, limites imposées par la loi de Zoroastre. D'où un long développement sur Zoroastre et son enseignement. Conclusion de RN: voilà les traits principaux de l'institution de Zoroastre. C'est le type d'un gouvernement despotique tel qu'il convient à l'Orient. Il y joignit des préceptes propres à favoriser le développement moral de son peuple. Cet exemple entraîne dans une vision plus globale sur l'introduction des idées de législation en Orient, non pas comme en Europe via la politique et la philosophie, mais par la religion. Aucun législateur asiatique n'a donc pu avoir l'idée de créer une monarchie limitée dans le sens européen. Enfin, RN reconnaît une caractéristique particulière à la période de la domination achéménide en Asie. Le commerce avait été peu troublé pendant la domination des Perses. C'est alors que l'Asie reçut une organisation intérieure. Sur ces grandes routes, on voyageait aisément de Sardes à Bactre et à Persépolis. Même les ruines des palais sont encore une preuve éloquente de l'industrie des peuples et de la sage politique de leur roi. Je termine. Néanmoins, ces réserves et ces nuances n'entament pas vraiment la rigidité du concept de despotisme tel qu'il est expliqué par RN. Encore un peu nomades, les Perses ne sont pas moins tombés dans le vice oriental, c'est-à-dire un luxe corrupteur, doublé d'un pouvoir exorbitant laissé aux femmes de la cour. À preuve de cette réflexion, la reine-mère avait une influence encore plus grande chez les Perses que chez les Turcs. Quant aux derniers grands rois, élevés dans le sérail, ils ont perdu les vertus natives des chefs nomades. In fine, RN juge lui aussi inéluctable la décadence et la chute de tout système despotique, y compris celui des Perses, dont le commencement a été si brillant et la fin si fatale. L'empire perse n'a pas échappé au sort des empires despotiques qui s'écroulent dès lors que l'armée du despote est vaincue. Et même si par ailleurs le commerce par terre existait au temps de l'empire perse, la rupture n'en est pas moins nette avec Alexandre. En s'opposant à ses confrères allemands qui dénonçaient violemment la conquête macédonienne, en se citant au contraire explicitement dans le sillage des Écossais William Robertson et John Gillis et de l'Écossais William Vincent, eux-mêmes influencés au plus haut point par Montesquieu, particulièrement le livre 21 de l'Esprit des lois, RN, dans plusieurs communications présentées à l'Académie de Göttingen, fait d'Alexandre un génie et un reconstructeur et le seul créateur du grand commerce maritime entre l'Inde et l'Europe. Ce même Alexandre, dans le pas duquel les Européens doivent marcher pour anéantir le despotisme asiatique pour la seconde fois. Merci.